Imaginons quelqu'un qui passe 30 ans de sa vie à construire une forteresse, brique par brique. Cette personne dessine les plans, élève les murs, installe des systèmes de sécurité ultra sophistiqués pour repousser les concurrents, gère les tempêtes économiques successives et finit par bâtir un véritable empire sur son marché. L'édifice est massif, impressionnant, et puis, au moment de prendre sa retraite, le jour où il faut confier les clés à un successeur, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune serrure sur la porte d'entrée, que le coffre-fort est grand ouvert et que les fondations juridiques reposent sur du sable. On s'attendrait à une maîtrise absolue de la part d'un tel bâtisseur, n'est-ce pas? Très privé du dirigeant. En fait, la réalité du terrain montre un décalage vertigineux entre la brillance d'un chef d'entreprise dans son métier et la gestion de son propre avenir financier. Exactement. Et d'ailleurs, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Moi, c'est votre animateur habituel. Et aujourd'hui, on va plonger dans un document stratégique très pointu. Bonjour tout le monde. Et oui, en tant qu'experte comptable, je suis vraiment ravie d'être là pour décortiquer ça avec vous. Ce fameux rapport Cabinet comptable 2030, c'est notre fil rouge d'aujourd'hui. C'est ça. Notre mission, ça va être de comprendre pourquoi tant de chefs d'entreprise naviguent totalement à vue avec leur patrimoine, comment fonctionne la fameuse règle des 5 ans et l'impact de l'intelligence artificielle sur le métier de conseiller. Vaste programme. Mais les enjeux sont colossaux. On parle quand même de préserver le travail de toute une vie. Ouais. Pour commencer, le document sort une statistique hallucinante. Genre, 68% des dirigeants n'ont aucune stratégie de transmission formalisée. Comment c'est humainement possible? C'est un paradoxe purement psychologique en fait. Le blocage, il n'est pas technique ou stratégique. C'est juste la peur du vide. La peur du vide, c'est-à-dire, Un dirigeant qui a passé 30 ans à s'identifier à sa boîte, soudain, il voit un mur. La transmission, c'est accepter la fin de son identité. Du coup, face à cette angoisse monumentale, l'esprit humain fait ce qu'il fait toujours. Il fragmente le problème. ah, pour éviter de voir la réalité globale en face. Exactement. Il va saucissonner le truc. Il va voir un notaire pour faire un testament et un conseiller en gestion de patrimoine pour placer 2 ou 3 assurances-vie. Ça lui donne une fausse impression de contrôle. Mais c'est une faille systémique, ça. C'est un peu comme confier la carrosserie d'une voiture de course à un peintre, les pneus à un garagiste, et partir sur un circuit sans que personne, à aucun moment, n'ait soulevé le capot, non? Mais c'est exactement ça. Le seul qui a littéralement les mains dans le moteur, c'est l'expert comptable. Ouais, parce qu'il voit la globalité. C'est ça, il voit la dynamique de la trésorerie en temps réel, les dettes cachées et surtout les risques opérationnels. Sans cette vision, tout le reste n'est que de l'habillage. D'accord. Mais alors, le document parle beaucoup de cette fameuse règle d'or des 5 ans pour préparer une session. Franchement, 5 ans, ça paraît démesuré, non? Si un acheteur arrive demain avec une offre en béton, Je sais, ça surprend toujours. Mais l'administration fiscale, elle ne fonctionne pas avec des claquements de doigts. c'est sûr. Si on modifie la structure juridique d'une boîte, genre en créant une holding 6 mois avant de vendre pour absorber l'argent, le fisc requalifie ça direct en abus de droit. Ah ouais, donc il considère que c'est uniquement pour esquiver l'impôt. Exactement. Et la sanction est foudroyante. Il faut du temps pour que la nouvelle structure vive, qu'elle encaisse des flux, bref, qu'elle prouve sa légitimité économique. D'accord, je comprends mieux. Et en interne aussi, j'imagine. Oui, un changement de structure, ça modifie les fiches de paie, les relations avec les fournisseurs, il faut tester tout ça. 5 ans, c'est vraiment le temps incompressible pour pas déclencher un incendie. Ok, alors, passons à la structuration. On entend beaucoup parler de créer une holding. Concrètement, c'est quoi l'idée? En gros, ça repose sur ce qu'on appelle le régime mère-fille. Si le dirigeant se verse les bénéfices de sa boîte d'exploitation directement, il est lourdement imposé à titre personnel. Aïe? Oui, avec l'impôt sur le revenu. Voilà. Alors que la holding, c'est une société mère qui détient les parts de la société fille. Et la magie fiscale, c'est que l'argent remonte de la fille vers la mère avec une fiscalité quasi nulle. Genre 5%, un truc comme ça. C'est ça, autour de 5% de quote-part de frais. L'argent reste dans un sas de sécurité financier à l'abri pour réinvestir. Super pour le cash. Mais ça ne protège pas l'outil de travail physique. Les murs de l'usine, par exemple. Si la boîte fait faillite, l'usine y passe, non? Ah ben oui, la holding ne protège pas l'immobilier, d'où l'importance de créer une SCI, une société civile immobilière. L'idée, c'est de procéder à un démembrement du risque. À séparer les deux entités? Tout à fait. L'entreprise d'exploitation paie un loyer à la SCI qui possède les murs. Si l'exploitation coule à cause d'une crise, l'immobilier reste intouchable. Intelligent. Et sur un sujet plus quotidien, le fameux débat salaire contre dividende. On a souvent l'impression que c'est juste un calcul pour avoir plus de net à la fin du mois.
Oula, non! Réduire ça à une optimisation de court terme, c'est une erreur stratégique majeure. Ah bon? Pourquoi? Un dividende, ça rémunère le capital, ça ne rémunère pas le travail. Du coup, ça ne valide aucun trimestre de retraite et ça ne cotise pas pour la couverture maladie ou invalidité. Ah oui, c'est le vide social en fait. Exactement. Le salaire coûte plus cher en taxes, mais il bâtit ce filet de sécurité. Le rôle de l'expert, c'est vraiment de trouver le point d'équilibre parfait. Je vois. Et pour clore cette partie structuration, le document insiste vachement sur le pacte d'actionnaires. C'est le contrat de mariage de l'entreprise, mais rédigé spécifiquement pour prévoir le divorce ou pire, le décès. Sympa l'ambiance. Insérer des clauses de rachat forcé pour protéger l'outil de travail. C'est crucial. Bon, ça c'est pour la structure, mais il faut aussi sécuriser l'humain. Le rapport parle des failles béantes chez les TNS, les travailleurs non salariés. C'est un terrain miné. En cas d'accident grave, le régime obligatoire verse une misère, après un délai de carence. Et pendant ce temps-là, Pendant ce temps-là, les charges fixes de l'entreprise continuent et le train de vie du dirigeant n'est plus financé. Sans prévoyance privée calibrée au millimètre, c'est la ruine en 6 mois. c'est effrayant. Et le document pointe aussi le cas du conjoint, le fameux conjoint collaborateur qui bosse dans l'ombre. Oh là là, c'est une bombe à retardement patrimonial. Sans statut officiel, en cas de divorce ou de décès prématuré, ce conjoint se retrouve avec zéro droit. Rien. Ni patrimoine propre, ni droit à la retraite. Faut vraiment régler ça bien en amont. Bon, imaginons que la forteresse est structurée et sécurisée. Arrive le moment de la transmission. Le document évoque la cession à un tiers, avec des termes assez barbares, genre le 150-0 BTR. Oui, le 150 BTR, c'est la possession. Concrètement, ça agit comme un bouton pause sur la fiscalité. Un bouton pause. Comment ça marche? Au lieu de vendre direct à l'acheteur et de se faire assommer par l'impôt sur la plus-value, le dirigeant apporte d'abord ses parts à sa holding. Et ensuite, Et c'est la holding qui vend. Le fisc accepte de geler l'imposition à une condition. La holding doit réinvestir environ 60% de ce capital dans l'économie réelle sous 2 ans. brillant, il y a un autre monstre sacré. C'est le pacte du Treil. Le rapport parle d'une exonération de 75%. C'est quoi le piège? Parce que l'État qui fait un cadeau pareil? Pas de piège, mais un contrat social ultra rigoureux. L'État fait ça pour éviter que les héritiers dépouillent la boîte ou la vendent à la découpe juste pour payer les droits de succession. D'accord. En échange, il s'engage à quoi? Il s'engage juridiquement à conserver les titres pendant plusieurs années et à diriger l'entreprise. Mais attention, la moindre erreur de formalisme et l'exonération saute. Avec des pénalités rétroactives. Faut pas se louper, quoi. Et si on veut transmettre à ses enfants sans vendre? J'ai adoré le concept de donation-partage. C'est comme prendre une photo de la valeur à un instant T. L'image est parfaite. Parce que si on donne juste des parts de manière isolée, au décès, le notaire doit réévaluer tout ce qui a été donné. Donc si un gamin a bossé dur et fait exploser la valeur de la boîte, il se fait punir. Exactement. Paradoxalement, il doit dédommager ses frères et sœurs sur la base de ce succès. C'est les déchirements devant les tribunaux assurés. L'enfer. D'où la donation-partage, pour verrouiller la valeur. C'est ça, peu importe ce que devient l'entreprise 10 ans plus tard, la répartition initiale est incontestable. C'est vraiment un outil de paix familiale. Mais avec tout cet arsenal, pourquoi mon comptable quartier ne me propose pas ça par défaut? C'est la différence entre un généraliste et ce qu'on appelle le niching, la spécialisation. Un conseiller généraliste survole 50 secteurs. Un spécialiste de la santé, par exemple, maîtrise la CARPIMCO. La caisse de retraite des professions médicales, c'est ça? Oui, des infirmiers et kinés. Leurs règles sont uniques. Un généraliste pourrait détruire leur droit à la retraite sans le faire exprès, en appliquant une méthode classique. C'est fou. Pour bien ancrer ça dans le réel, le document parle de Bernard, 52 ans, imprimeur, 22 salariés, et 100% de son patrimoine bloqué dans ses machines. L'archétype du dirigeant en danger sans le savoir. Si l'imprimerie coule, il perd tout. Et sans holding, une revente l'aurait tué fiscalement. Donc solution chirurgicale, holding, SCI pour les murs et ajustement de la paye. Et là, le truc dingue, sans augmenter son chiffre d'affaires, la valorisation de sa boîte passe de 1,5 à plus de 2 millions d'euros. Comment c'est mathématiquement possible? C'est la magie de la due diligence, l'audit avant acquisition. Quand un acheteur potentiel voit un montage juridique brouillon, il applique une décote de risque de 20 à 30%. Pour couvrir les éventuels procès ou redressements futurs. Exactement. En nettoyant la structure en amont, on supprime simplement cette décote. Le repreneur paye une prime pour la sérénité.
C'est incroyable. Mais face à des résultats pareils, pourquoi tous les cabinets ne foncent pas? Le rapport identifie 3 freins majeurs. Le manque de formation continue, la peur d'engager sa responsabilité sur des montages complexes et surtout, le mur du temps. Ah oui, le temps passé sur la paperasse. Voilà. Saisir des factures, générer des liasses, l'intendance dévoire les mélises stratégiques. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en piste. Pas comme un gadget, mais comme un bulldozer pour faire sauter ses verrous. Oh oui, l'IA peut avaler des milliers de lignes et sortir une synthèse sur 5 ans en quelques minutes, au lieu de plusieurs jours. Elle préstructure les diagnostics toute seule. Ce qui pourrait faire croire, de façon un peu dystopique, que l'algorithme va remplacer l'expert comptable. Eh bien non, c'est tout l'inverse. En supprimant le travail de production, la technologie oblige le professionnel à se recentrer sur la seule zone où l'algorithme est impuissant. L'empathie. Absolument. L'IA automatisera 80% de la comptabilité pure, mais elle ne pourra jamais regarder un dirigeant dans les yeux pour déchiffrer sa terreur de la retraite. Ni arbitrer une rancœur silencieuse lors d'une succession. En gros, la technique devient banale et l'humain devient le véritable produit de luxe. Tout à fait. La vraie valeur de demain, c'est gérer la psychologie et l'angoisse familiale en s'appuyant sur les certitudes de la machine. Cela soulève une question fascinante pour l'avenir du conseil et de l'accompagnement d'entreprises. Si l'intelligence artificielle se charge d'absorber l'entièreté de l'analyse des données brutes, des calculs de rentabilité et de la veille fiscale, et que la valeur vitale du conseiller repose désormais sur sa capacité d'empathie, la gestion des conflits humains et l'accompagnement psychologique du dirigeant, est-ce que les grandes écoles de commerce et de comptabilité de demain ne devraient pas radicalement revoir leur programme? Ne devrait-elle pas remplacer une part significative de l'ingénierie financière pure par des cursus approfondis en psychologie comportementale et en sociologie? Car au bout du compte, modéliser la forteresse la plus inviolable ne sert à rien si l'on ne comprend pas les démons de celui qui en détient les clés. Une réflexion profonde à garder en tête jusqu'à notre prochain décryptage.